Bienvenue à cette session que j'ai intitulée 30 ans d'Hello World dans le Java avec les JDK 1.0 à 24. J'admire votre abnégation à être venu un vendredi en fin d'après-midi pour voir quelqu'un parler de Hello World pendant 50 minutes, 45-50 minutes. Hello World, on peut le dire en différentes façons. Alors j'avoue que je ne sais pas tous ni les prononcer, puis c'est pas moi qui ai fait, merci des services de traduction, il y en a plein maintenant. Dans différentes langues, avec différents glyphes, voire même avec du morse pour ceux qui ont connu un petit peu. Et puis, si on regarde un petit peu en IT, traditionnellement, c'est le premier petit bout de code qu'on écrit quand on découvre un nouveau langage. Alors évidemment, c'est très simple. Le but, c'est simplement d'afficher Hello World, soit à la console, soit éventuellement pour des choses un petit peu plus évoluées dans des interfaces graphiques. Alors j'en ai écrit un certain nombre dans ma vie. Je ne les ai pas tous mis. Il y en a quelques-uns. Dont probablement le plus simple à écrire. Qui a connu ça, Clipper? Ah, c'était mon sujet de fin d'études de fin d'année. J'étais jeune et beau, enfin jeune surtout. Et puis peut-être le plus compliqué de l'assembleur sur Amiga. Puis bon, il y en a eu d'autres. Si vous êtes un petit peu observateur, il en manque un. Ah, il manque Java. Je vous en fais grâce pour l'instant parce que vous allez en voir pendant 45 minutes. On va pas tout à fait commencer maintenant. Il en existe beaucoup d'autres, voire parfois adaptés pour des jeunes, ça peut être sympa pour débuter la programmation. Encore une fois, la liste n'est pas du tout exhaustive. Cette présentation, elle a une origine. Il y a quelques années déjà, j'avais une discussion avec un collègue sur quelques façons de faire un Hello World. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, ou posez-vous là maintenant avant que je vous annonce combien je vais vous en présenter. Combien vous imaginez, vous avez de façons d'écrire un Hello World avec un JDK? Pas facile comme question, ça. Hein. Et en fait, on a commencé à enrichir, à en discuter. Au début, on en avait quelques-uns. Et puis, quelque part, ça a commencé à devenir un peu addictif. Et en plus, on est aidé par les fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure des versions de Java. D'autant plus que Java, le mois dernier, il a fêté ses 30 ans. Et c'est une éternité, ça, en IT. Hein. Qui a jamais fait de Java? Personne. Moins de 5 ans? Quelques mains? Moins de 10 ans? Quelques mains aussi? Moins de 15 ans? Moins de 20 ans? Ouais. Moins de 25 ans? Ah, oh! Moins de 30 ans? Oh merde, il n'y a que moi. Oui, Java à 30 ans. Alors, je suis Jean-Michel Dedouche, je suis directeur technique dans une petite ESN française qui s'appelle Siam. Quand j'ai débuté en Java, peu de temps après, c'était les débuts d'Internet. À une époque, vous savez, on avait des modems, au mieux 36K, tidoung, 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 tidoung. Ah, il y en a qui ont connu, c'est bien. Et c'était le début des sites web. Alors, on parlait pas de blog, on parlait pas de rien. Hein. C'était de l'HTML. À l'époque, ça devait être de l'HTML3. On était capable de faire des tableaux au mieux. Ça a bien évolué aussi depuis en 30 ans. Hein. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à Java. Alors, un peu par... parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans le langage, sa gratuité, la possibilité de faire des threads. Mais à l'époque, c'était très très simple. Hein. Il y avait 6 packages. C'était plutôt facile. On va voir que ça s'est un peu complexifié depuis. Et puis j'ai commencé à écrire des articles, et puis je les ai agrégés dans un tutoriel, et puis je fêterai les 25 ans l'année prochaine, il fait 4200 pages actuellement. Il y a plein qui disent que c'est la Bible. Je sais pas. Qu'il est complet. Là, je suis pas d'accord. Je sais tout ce qui manque. Il manque beaucoup de choses. Et puis j'ai fait d'autres choses. Je suis cofondateur du Lorraine Jug et tout ça. Bah, j'ai été élu Java champion en 2014. Alors, de quoi on va parler? Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je suis pas sûr que vous ayez tous répondu 34. C'est énorme, hein, 34. Mais c'est pas tout à fait 34. Ça sera 36, parce que vous aurez droit à 2 bonus. Alors, il faut être clair tout de suite sur un petit peu les conditions, en utilisant uniquement le JDK. Donc, on ne verra pas d'Android, on ne verra pas de servlet, vraiment uniquement le JDK. Et tout ce que peut inclure le JDK. API et outillage, d'ailleurs. Alors, il a fallu faire un choix. Le choix que j'ai fait, c'est de le mettre dans un ordre chronologique. D'accord? Comme ça refera un peu l'histoire. Allant du JDK 1.0 au JDK 24. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que un des 2 bonus, c'est le JDK 25, qu'on devrait avoir au mois de septembre.
Allez, on retourne dans le passé, au siècle dernier, 1995, version 1.0 de Java. Alors, on a la version classique, historique, que normalement tout le monde a écrit. Un Hello World en Java de base, c'est ça. Et ça, c'est très compliqué. Moi, je suis formateur, je forme des gens de tout niveau. Ça, c'est très, très, très compliqué. Rappelez-vous mon petit exemple en Clipper. Ou dans d'autres langages où c'est juste print Hello World. C'est super facile. Nous, ici, on a des notions de visibilité, de classe, de statique, de tableau. Ne parlons pas de système out.println. Hein. D'accord, c'est hyper compliqué. Alors c'est intéressant parce que je vais revenir dessus plus ou moins à la fin de la presse avec ce qui nous est proposé et ce qui nous sera vraiment proposé en standard normalement au JDK 25. Ce qui est quand même intéressant avec Java, c'est que ce Hello World qu'on a pu écrire en 1995, en 2025, il se compile toujours et il s'exécute toujours. Ça, quelque part, c'est une grande force de Java. Hein. Alors parfois, certains le regrettent parce que ça traîne un peu des trucs un peu anciens. Mais pour une entreprise, quelque chose qu'on a fait il y a 30 ans et qui se compile et qui s'exécute encore, je veux pas troller, mais ceux qui sont passés de Python 2 à Python 3, ça n'a pas été tout à fait pareil. En tout cas, au moins en Java, sur la syntaxe. Depuis Java 11, avec les API, on verra, il y a des choses qui changent. Mais en tout cas, sur la syntaxe, elle ne bouge pas. Alors, une petite variante, c'est pour ça qu'on est toujours sur la première version. On peut utiliser des caractères d'échappement ASCII pour coloriser un peu ça. Vous savez, ça donne des trucs, les logs, bleu foncé sur noir, le truc qui se lit pas bien, surtout quand on commence à vieillir. Bon, on rajoute juste les codes couleurs qui vont bien, et puis quand on affiche, même sous Windows, hein, ça marche. Alors, on le sait un peu moins, mais la classe n'a pas l'obligation d'être publique, surtout pour un simple Hello World. Parce qu'elle ne va pas être utilisée par d'autres classes. Donc on peut très bien l'écrire comme ça. Bon, ça simplifie à peine. Hein. On perd la visibilité sur la classe, mais de toute façon, la visibilité, on l'a encore sur la méthode. Donc c'est à peine moins compliqué, ça se compile toujours avec le JDK 24. En Java 1.0, il n'y avait que 6 packages, et un des packages, c'était pour faire des interfaces graphiques avec AWT. Abstract Windows Toolkit, qui était en fait le tronc commun à l'époque de tous les widgets qu'on pouvait trouver sur les principaux OS. Alors évidemment, c'était assez pauvre. Mais en tout cas, c'est le premier framework graphique qu'on a eu dans le JDK. Ça donne un petit exemple comme ça, je ne vais pas forcément vous le détailler, je vous laisserai aller regarder ça quand je publierai les slides. C'est toujours valide avec le JDK 24, hein, ça marche toujours. Et ça donne ça. En un point, on a vu arriver une révolution. Alors depuis, on lui a trouvé plein de problèmes, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Les applets. Une capacité de faire de l'animation dans une page web. Alors évidemment, maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, il n'y avait quasiment rien pour faire ça. À part des trucs payants, genre GIF animé. Donc c'était vraiment la vraie révolution. On est en 97 dans le JDK 1.1. Alors une forme assez simple, c'est on étend la classe applet, on redéfinit la méthode paint, et là simplement on lui dit j'affiche Hello World en XY 2020. On intègre ça dans une page HTML, et alors là parce qu'on a du mal maintenant de trouver des navigateurs qui permettent encore de faire ça, j'utilise l'applet viewer pour l'afficher. Alors c'est déprécié for removal depuis Java 9, mais c'est toujours là, enfin l'API est toujours là. La vraie difficulté, c'est pour trouver un navigateur qui accepte ça. Ah si, on peut utiliser IE11. À vos risques et périls, évidemment. Le problème, c'était pas tant l'API, c'était surtout le connecteur NP-API. Ce qui fait que tout ce qui s'appuyait dessus, notamment par Adobe et tout ça, a disparu. Un peu moins connu, dans le JDK 1.1, on avait la possibilité, alors vous verrez pourquoi je mets le passé, de définir un Hello World sans méthode main. Ah ouais, surprenant ça. Hein, alors il y a quand même une petite subtilité, c'est que pour s'éviter une erreur de la JVM qui dit « je trouve pas la méthode main », donc on déclare un bloc statique, on affiche notre Hello World, mais il faut lui dire à la JVM « arrête-toi », parce que sinon elle va chercher une méthode main. Alors si vous prêtez un petit peu attention à l'exemple, jusqu'à maintenant je disais toujours ça compile avec le JDK 24, là je compile avec un JDK 6. Parce qu'à partir du JDK 7, cette fonctionnalité-là n'est plus possible. La JVM cherche forcément une méthode main. C'est comme ça. Ça fait partie des quelques points ou de quelques exemples de Hello World qui ne fonctionnent plus en JDK 24.
JDK 1.1, on a aussi une API alors qui est massivement utilisée, plutôt indirectement, mais parfois directement dans notre code et surtout dans nos dépendances. L'API réflexion, le God Mode pour ceux qui sont gamers. Une API qui nous permet d'interagir dynamiquement avec du code et de faire des choses, comment dire, pas légales ou pas toujours légales. Alors évidemment, là, je vais l'utiliser de manière un petit peu abusive, comme parfois pour certaines fonctionnalités. Je vais utiliser l'API réflexion pour faire un Hello World. C'est pas forcément sa quintessence, hein, évidemment. Je me sers toujours de mon prétexte de Hello World. Donc on peut faire des choses comme ça. On charge une classe printStream, on recherche sa méthode print, et puis on l'invoque avec des paramètres. Alors évidemment, ça ne reflète pas forcément la puissance de ce qu'on peut faire avec cette API. Mais encore une fois, à chaque fois, mon exemple, ça sera un Hello World. C'est toujours valide, hein. Même si quand même, si vous êtes intéressé un petit peu au module, on commence à avoir des restrictions. Sur les modules, on ne peut plus faire l'introspection comme on veut. Il faut autoriser cette introspection. Donc on commence à avoir des petites restrictions sur l'utilisation de cette API, parce qu'elle est très puissante, mais comme dirait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Toujours en JDK 1.1, on a une API qui s'appelle JNI. Java Native Interface. Qui en a fait? 1, 2, 3, 4, 5. Qui en garde dans vos souvenirs? Ok. Bon. Remarquez bien que je n'ai pas levé la main non plus. Hein. Enfin, sur l'utilisation, oui, mais pas sur les bons souvenirs. Donc c'est quand même une API. Le but, c'est de permettre de l'invocation ou des interactions avec des binaires. D'accord? Alors, plutôt complexe, plutôt périlleux à mettre en œuvre aussi. Côté Java, c'est assez facile. Ici, on définit une classe. Alors, en premier lieu, on doit charger notre bibliothèque native. Remarquez que pour des questions de portabilité, on ne met pas l'extension. L'exemple que je vous donnerai, ça sera sous Windows. Donc là, il ira chercher une hellonative.dll, mais ça serait un point .so sous Linux, et puis sur Mac, un point rien du tout, sûrement. Dans notre méthode main, on va simplement créer une instance et invoquer une méthode saluée. Remarquez que cette méthode saluée, elle a une petite particularité. Elle a un mot-clé réservé, native, et pas de bloc de code. Donc là, on indique, la méthode à invoquer, c'est une méthode native. Donc côté Java, c'est assez simple, en tout cas pour un Hello World. À partir de ce code, en fait, on va devoir générer des headers C. Alors historiquement, jusqu'à Java 9, on avait un outil dédié du JDK qui s'appelait Java H. À partir de Java 9, on a l'option -h du compilateur, à laquelle on précise un répertoire. Et en fait, à partir du code Java qui va lire, il va nous générer un header C. Si on le regarde un petit peu, ça donne ça. Donc effectivement, on va retrouver la signature de notre méthode. Alors évidemment, avec une petite subtilité quand même, c'est que pour permettre les interactions, il y a des objets particuliers qui sont rajoutés. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une bibliothèque native. D'accord. Alors là, ça sera sous Windows en C++ avec WinLib, qui est en dessous de MinGW. Donc la première chose, c'est d'écrire des codes sources. Là, je l'ai écrit en C++. On a plusieurs façons de le faire en C++. Là, je l'ai fait avec IOStream. Bien sûr, il faut qu'on importe le header. Bien sûr, il faut qu'on définisse la méthode avec la signature qui correspond. Et puis, on écrit le code pour afficher à la console. Ça va. On compile ce code, on obtient un point .o et on transforme ce point .o en point .dll. Et on a enfin notre DLL qu'on pourra utiliser. À partir de là, on compile le code avec un JDK 24, ça se compile très bien. Sauf que, à partir du JDK 24, on a un petit warning qui nous dit que dans un futur plus ou moins proche, l'utilisation de JNI sera soumise à des restrictions. Donc ça veut dire qu'il faudra autoriser l'exécution de code natif. Alors d'aujourd'hui, ça se faisait de manière complètement transparente. Il y a tout un ensemble de JEP là, qui vont arriver pour essayer de renforcer l'intégrité de la JVM, et notamment de nous forcer à autoriser l'utilisation de certaines fonctionnalités, et dans ces fonctionnalités, il y a JNI. Parce qu'encore une fois, comme on interagit avec du code natif, on peut mettre à mal la JVM, voire même pire encore. Donc on a un petit warning, mais ça s'exécute et ça affiche bien notre Hello World. Alors évidemment, ça peut paraître compliqué, mais pour ceux qui ont fait du JNI, ils le savent, c'est un exemple hyper simple. JDK 1.2, on a un nouveau framework, Swing. Alors on a plusieurs façons de faire un Hello World avec Swing. Probablement que la plus simple, c'est d'utiliser une boîte de dialogue standard fournie par l'API. Oups.
On a directement une classe GOptionPane, on invoque la méthode show message dialogue et puis on l'affiche. Je mets nul pour que ça soit centré. Ça s'exécute toujours avec un JDK24. Ça affiche ça. Remarquez bien que le layout, le rendu, n'est pas du tout natif pour le coup. Et puis, bien sûr, hein, c'est quand même un framework fenêtré, donc on peut faire des choses un petit peu plus complexes. Il y a toute une API pour gérer les composants, l'interface, les événements. Ça se compile toujours avec le JDK24 et ça affiche toujours Hello World. JDK 1.4, remarquez qu'on est passé dans le siècle courant. On est en 2002. On est venu presque dans le présent. On n'est plus au siècle dernier. On a l'introduction d'une API de logging standard. Qui utilise? OK. Bon, c'est souvent le cas, hein. Il y a des API, et puis quand le standard arrive... Bon, ça reste une API assez classique, hein. On crée un logger, on utilise ce logger en précisant un niveau. Ça s'exécute toujours, enfin en tout cas ça se compile toujours avec le JDK24. Par contre, si on veut vraiment que Hello World, il faut fournir un petit format, notamment pour éviter d'avoir la date. Donc avoir uniquement le message ici Hello World. JDK5, on a l'introduction des varargs. Alors c'est une sucre syntaxique qui va nous permettre de déclarer un nombre indéfini de paramètres d'un même type. Il doit forcément être le dernier paramètre et il ne peut y en avoir qu'un. Ce qui nous évite d'avoir à déclarer un tableau. C'est le compilateur qui va le faire pour nous. Donc on peut écrire un Hello World comme ça. Alors est-ce qu'il vaut mieux mettre 2 crochets ou 3 petits points? Je sais pas. Mais en tout cas, on peut faire ça. Bon, alors évidemment, encore une fois, c'est pas forcément l'utilité primaire d'un vararg, mais on peut faire ça comme ça. Ça se compile toujours avec le JDK 24. Toujours dans le JDK 5, on a les enum, qui est une classe un petit peu particulière, ou en tout cas avec une syntaxe particulière pour nous garantir de définir un ensemble d'une ou plusieurs instances qui seront créées par la JVM et dont on a la garantie qu'elles seront créées une seule fois et avant toute première utilisation. Alors comme c'est une classe, on peut quand même l'utiliser pour faire un Hello World, alors avec quelques subtilités. Évidemment, il va falloir qu'on déclare ici une instance. Alors, comme elle est toute seule, je l'ai appelée Singleton. On peut définir un constructeur. Ce constructeur doit être obligatoirement privé pour empêcher que quelqu'un vienne recréer d'autres instances. Et on peut faire des choses à ce constructeur. Et donc ici, je fais afficher Hello World. Et dernière petite subtilité, il faut que l'instance soit créée. Et pour que l'instance soit créée, il faut que la classe soit chargée. Donc ici, je déclare simplement une variable de mon enum. Remarquez bien que je ne crée pas d'instance, c'est la JVM qui va s'en charger. Et ça affiche correctement Hello World dans JDK 24. JDK 6, on a une nouvelle classe Java IO Console qui nous permet d'interagir avec la console qui est associée à la JVM si elle existe. Donc on peut faire des choses comme ça, on a une fabrique system.console qui nous renvoie une instance. C'est toujours bien de checker si cette instance n'est pas nulle. C'est notamment le cas dans les IDE par exemple. Et puis une fois que c'est ça, on peut utiliser les différentes méthodes qui nous sont proposées, ici printf, pour afficher le Hello World. Ça se compile toujours avec le JDK 24. Petite nouveauté dans le JDK 22, on a une méthode isTerminal qui renvoie un booléen qui indique si effectivement la console associée à la JVM est bien un terminal, donc si elle est connectée à un clavier et un écran, même s'ils peuvent être virtuels. JDK 6, on a l'introduction d'une nouvelle API de scripting via la JSR 223. À l'époque, il y avait encore des JSR. Et dans le JDK de Sun, il y a une implémentation qui s'appelle Rhino, d'un moteur d'exécution JavaScript. Alors, on passe par l'API pour créer une instance d'un script engine manager. On charge l'engine, ici Rhino, et puis on peut faire différentes choses, évaluer du code, définir des fonctions et les exécuter. Alors, Rhino a été retiré dans Java 8. On verra qu'il a été remplacé par autre chose, qui a lui-même été retiré depuis. Mais en tout cas, jusqu'à Java 7, ça se compilait très bien. JDK 7, on a l'introduction d'un troisième framework, JavaFX, qui nous permettait de faire non seulement des applications desktop, RIA et même smartphone à l'époque, qui proposait d'énormes fonctionnalités, alors bien sûr classiques pour tout ce qui est application graphique, mais avec aussi une possibilité de faire des rendus CSS ou des animations. C'était quand même une API assez riche.
Avec aussi quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait un découplage entre l'IHM et le contrôleur, avec la possibilité de définir l'IHM en XML, et à grand renfort d'introspection, l'API générait le code Java correspondant. Alors, on nous a fait un peu rêver avec cette API, et on a été un peu naïf, parce que cette API n'a jamais été une API standard du JDK. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller chercher la Javadoc du JDK, et on ne trouve rien sur JavaFX. Donc en fait, à l'époque, Oracle nous l'a gracieusement offert dans le JDK, ce qui est tout à fait autorisé. Tout JDK doit avoir les classes qui sont documentées dans la Javadoc correspondante, mais rien n'empêche de rajouter des choses. Et donc Oracle, dans sa grande mansuétude, nous l'a retiré en Java 11. Alors ça fait un peu un tollé. C'est pas perdu. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un sous-projet d'OpenJDK, donc c'est maintenu par la communauté. Ça continue d'évoluer au même rythme que Java d'ailleurs. La seule chose, c'est que il faut télécharger la dépendance, la rajouter. Remarquez qu'au passage, je connais au moins 2 fournisseurs de JDK qui intègrent OpenFX dans leur JDK. Comme le faisait Oracle à l'époque. Alors ça, c'est bien et pas bien, parce que moi, je trouve que ça amène de la confusion. Mais voilà, il faut quand même être conscient que dans un JDK, on n'a que la garantie d'avoir que les classes qui sont documentées dans la Javadoc. Vous avez un petit exemple ici en JavaFX, je ne vous le détaille pas plus, je vous laisserai regarder. Donc jusqu'avec un JDK 7 d'Oracle. Remarquez qu'il fallait quand même rajouter dans le ClassPass le fxrt.jar qui était fourni dans le JDK pour que ça fonctionne, et ça affiche bien notre Hello World. Toujours dans le JDK 7, on a les méthodes handle issues d'invoke dynamique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une référence typée pour exécuter dynamiquement une méthode, éventuellement avec transformation des arguments et de la valeur de retour. Alors évidemment, là, on commence à avoir du code un petit peu compliqué, et c'est pas forcément le Hello World le plus simple, et c'est pas forcément le cas d'usage le plus représentatif non plus de la puissance de cette API. Mais elle a quand même un intérêt, notamment par rapport à l'API réflexion qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si vous prêtez attention, une des premières étapes ici, c'est d'invoquer une fabrique qui va faire un lookup, donc qui va rechercher la méthode. Et ce qui est intéressant avec cette API, c'est que ça, c'est fait qu'une seule fois. Contrairement à l'API réflexion qui va faire des checks sur la possibilité de le faire ou pas à chaque invocation. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une partie de l'API réflexion a été refactorée pour utiliser les méthodes handle. Bon, ça marche toujours avec le JDK 24. Ah, JDK 8. Qui est encore en JDK 8 ? Ouais. Bon. Les autres, c'est avant ou après ? Je ne veux pas savoir. Grande révolution. Moi, ça fait un moment que je faisais du Java. Et on nous a toujours dit dans une interface, il ne peut y avoir que 2 choses. La déclaration de méthode et des constantes. Eh ben, en Java 8, on peut rajouter du code dans une interface. Alors là, je ne vous raconte pas, pour ceux qui en faisaient déjà depuis 20 ans comme moi, là, il y a eu un choc thermique. Et notamment, on peut mettre du code par défaut et on peut mettre des méthodes statiques. Comme on peut mettre des méthodes statiques, on peut faire un World avec une interface. De toute façon, on n'aura pas besoin de créer une instance. Ouais. Ça marche toujours avec le JDK 24. Autre chose aussi, on a l'introduction des interfaces fonctionnelles. Donc basiquement, alors je dis basiquement parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est une interface qui n'a qu'une seule méthode abstraite. C'est pas vrai dans les faits. Ça marche toujours, mais tout à l'heure tu disais que sans main, il fallait faire un système exit, et là il n'y a pas de système exit. C'est pas bien. Ouais, parce que c'était dans un bloc statique. C'était dans un bloc statique. L'idée des interfaces fonctionnelles, c'est qu'on puisse les implémenter assez facilement, syntaxiquement, avec des expressions lambda. Alors, il y en a qui sont fournies dans le JDK. Là, typiquement, ici, j'utilise un consumer. Donc, pour l'exemple, je crée une liste qui contient qu'un seul élément, hello world, et je l'affiche. Et vous avez la lambda ici qui va dire, OK, affiche-moi ce qui est en paramètre, donc ici, affiche-moi hello world. Ça se compile toujours très bien. On peut aussi définir ses propres interfaces fonctionnelles pour des besoins, notamment si vous avez besoin de plus de 2 paramètres. Cherchez pas dans le JDK, il n'y a pas. Donc là, il faut forcément la créer. Alors là, c'est plus un exemple académique, parce qu'effectivement, j'ai basiquement refait un consumer. Alors si je lui donnais un nom, salutation. Alors vous notez qu'ici, il y a une petite annotation at functional interface qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui a au moins 2 intérêts. Elle va forcer le compilateur à vérifier que les règles sont bien respectées. Ça tombe bien, c'est le cas ici. Et puis, un truc vachement important, dans la Javadoc,
l'interface sera explicitement dite ou notée comme étant fonctionnelle. Et puis bien sûr, du coup, on peut définir notre lambda. Et puis, et ça c'est un truc qui est vachement intéressant avec les interfaces fonctionnelles et lambda, c'est que c'est lazy. Donc on passe du code en paramètres et quand on veut l'exécuter, il faut vraiment invoquer la méthode. Ça se compile toujours très bien dans le JDK 24. Toujours dans le JDK 8, on a une simplification des lambdas dans des cas particuliers où c'est que l'invocation d'une méthode. Et comme un constructeur est une méthode, on a 4 formes qui utilisent un opérateur, on va l'appeler 2.2. Il a un nom, mais c'est genre Nabucodonosor. Non, c'est pire que ça, j'arrive jamais à le retenir. Donc on peut faire des références vers des méthodes statiques, vers un constructeur, vers une méthode d'instance d'un objet particulier, ou, alors là c'est une traduction googlesque, une référence vers une méthode d'instance d'un objet arbitraire d'un certain type. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça qu'on utilise. C'est assez rigolo. Alors ça donne quelque chose comme ça. Ici, je définis un consumer, et je lui dis simplement, je prends le paramètre. Alors là, humainement, ça commence à devenir compliqué. Je ne sais pas si vous avez regardé tout à l'heure, mais on avait S, on n'avait déjà pas le type. Mais là, il n'y a plus le paramètre. Là, dans les faits, il y a un paramètre. C'est vraiment l'équivalent de S, flèche, systemout.println de S. Alors là, pour les humains, ça commence à devenir un peu plus compliqué, les humains moyens qu'on est, parce qu'on n'est pas un compilateur Java. En tout cas, ça fonctionne, toujours dans le JDK 24. Et puis on a l'API Stream, une API pour manipuler des données, alors avec une approche fonctionnelle. Java ne sera jamais fonctionnel. C'est une approche fonctionnelle, ça y ressemble. D'autant plus que pour en obtenir la quintessence, on a quand même la responsabilité de certaines choses, notamment de s'assurer que tout ce qu'on manipule, c'est thread safe et immutable. Propose un certain nombre d'opérations intermédiaires en fonction des besoins et terminales, l'idée étant de définir des traitements sur un ensemble de données issues d'une source de manière déclarative. Pendant longtemps, on faisait une boucle, on itérait sur les éléments, ça c'est du procédural, on décrit vraiment tout ce qu'on doit faire. Là, c'est un peu comme en SQL, on déclare ce qu'on veut, et puis c'est l'API qui se charge de le faire au mieux. Ce qui pose parfois des soucis pour débugger notamment, mais bon. L'intérêt de ça, c'est que l'API elle va charger de tout un tas de choses, et notamment, si besoin, ou si on lui demande, de paralléliser les traitements. Alors attention, elle prend en charge la parallélisation. Encore une fois, la gestion des accès concurrents, normalement, si on est fonctionnel, il n'y en a pas. Et bien sûr, comme on manipule, et ça c'est de la responsabilité des développeurs, que des données immutables, on n'aura pas de problème. Mais comme souvent on oublie un peu ça, et que c'est très facile parce qu'il suffit de rajouter point parallèle, généralement c'est des ennuis. Et puis quand vous faites ça, benchmarker. Bon, ça donne ça. C'est à peine plus compliqué que tout à l'heure, si ce n'est que maintenant, à la place d'avoir un tableau, on a un stream. Remarquez bien que la source de ce stream, c'est quand même un ensemble d'éléments, ici 3 chaînes de caractères. Ça se compile toujours très bien avec le JDK 24. JDK 8, on a un nouveau moteur d'exécution JavaScript. On avait vu que Rhino avait disparu. Il est remplacé par Nashorn. D'accord. Alors évidemment, par rapport à l'exemple précédent, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est qu'ici, c'est plus Rhino, c'est Nashorn. C'est la même API, c'est juste l'implémentation du moteur qui change. Alors Nashorn a été déprécié en Java 11, d'accord, et il a été retiré en Java 15. Alors là, souvent, la question qui m'est posée, c'est par quoi on le remplace? Dans le JDK, il n'y a plus rien. Par contre, si vous voulez avoir une bonne implémentation d'un moteur JavaScript, allez voir GraalJS, qui respecte la JSR 223 à l'API scripting. Et puis, en parallèle, dans le JDK, on a une commande JJS. Bon, je vais passer rapidement parce qu'elle utilise le moteur JavaScript. Donc, en fait, plutôt que d'introduire ça dans notre code, on avait un outil dédié qui exécutait ça. Bon, comme Nashorn a été supprimé, il est aussi déprécié en Java 11, retiré en Java 15. JDK 9, on a l'introduction de Fabric dans list set et map pour obtenir des list set et des maps immuables. Alors là, si on reste sur liste avec des éléments non nuls. Les instances obtenues, c'est une instance de type value-based dont on n'a pas le choix. C'est une classe cachée du JDK. Ça donne quelque chose comme ça. Donc list.off, ici j'ai un ensemble d'éléments. Donc ça me retourne une liste de strings. Et bien sûr, derrière, je fais un for each et j'ai une référence de méthode pour les afficher. Ça s'affiche très bien, toujours dans JDK 24. Toujours en JDK 9, on a un nouvel outil, JShell. Alors ça avait été longtemps demandé par rapport à d'autres langages. C'est un outil de type REPL. Read, Evaluate, Print, Loop. Qui a déjà utilisé ce type d'outil en Java ou avec d'autres Pas beaucoup. Je
Je vous préviens, ce week-end, vous regardez ça. Hein. Non, c'est vachement pratique. Alors, pour certains cas d'usage, moi, c'est un outil que j'affectionne particulièrement. L'idée, c'est qu'on va être capable assez facilement d'exécuter du code Java ou du pseudo-code Java. Alors, pourquoi je dis ça? Non pas comme on le fait dans un IDE en fournissant l'intégralité du code et en compilant, mais c'est je saisis une ligne, je valide, elle est évaluée par l'outil. Alors, ça peut être par exemple, je définis une fonction avec des types qui n'existent pas, ça pose pas de problème. Par contre, quand on invoquera la méthode, par exemple, ouais, là, ça posera un problème. Donc l'approche est assez différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour débuter, alors même si moi je suis pas tout à fait fan pour débuter avec cet outil, on peut écrire du code sans avoir à écrire ni classe ni main. J'arrive, je fais system.out.println hello world, je fais entrer, pouf, ça s'affiche. Ça, c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt un outil moi que j'affectionne pour prototyper. D'autant plus que comme il est fourni avec le JDK, il suit les versions de Java dans lesquelles il est fourni. Ça, c'est plutôt bien. Alors on peut en trouver un usage détourné, c'est effectivement de créer des scripts. Alors moi je le recommande pas forcément parce que JShell est assez lent à démarrer. Mais en tout cas c'est une possibilité. Donc là ici j'utilise cette possibilité-là, je suis dans un JDK 24, j'ai un petit fichier script, alors je vais l'appeler hello.js. Vous voyez que je fais un systemout.println hello world. Remarquez au passage que j'ai pas mis le point virgule. Et c'est là tout à l'heure je parlais de pseudo-code Java. Si on est en dehors d'un bloc de code, il n'y a pas l'obligation de mettre un point-virgule. Alors ça, c'est sympa quand on connaît, mais quand on débute, on fait ça, puis après, on revient dans notre IDE préféré, puis on ne comprend pas pourquoi on a des erreurs de compile à chaque ligne. Remarquez aussi au passage qu'il y a un petit slash exit qui est une commande de JShell qui lui dit « arrête-toi ». Alors il y a plein d'autres commandes, il y en a un certain nombre. Et donc on peut exécuter ça. Alors évidemment, ça ne montre pas la quintessence de l'outil, parce que si vous lancez juste JShell, vous avez un prompt. Là, vous pouvez faire system.out.println ou écrire du code. L'approche est différente d'un IDE, mais c'est plutôt sympa pour prototyper. Ah, dans le JDK 11, grande nouveauté, on a la possibilité de faire un Hello World sans compiler. Jusqu'au JDK 11, on était obligé de compiler du code Java. Pourquoi? Parce que la JVM ne sait exécuter que deux choses, du bytecode et du code binaire. On l'a vu avec Jinai. Alors, cette règle-là, elle reste. La JVM ne sait pas exécuter de code Java. Mais, par contre, ce qu'elle va faire, sur la base dans le JDK 11 d'un unique fichier source, c'est qu'elle va faire une compilation à la volée du code pour le transformer en bytecode. Alors évidemment, ça ralentit de nouveau, hein, parce qu'il faut le temps qu'il lise le code, qu'il le compile, et après que la JVM l'exécute. Donc vous avez un petit exemple ici, j'ai un fichier hello.java, classique, avec un JDK 24, je peux l'exécuter directement. Remarquez qu'il n'y a pas eu de JavaC. D'accord? Alors dans le JDK 11, il fallait surtout pas que le point class soit présent dans le répertoire. Sinon, on avait une erreur. À partir du JDK 22, comme je n'ai pas voulu, c'est la même fonctionnalité, ils permettent la même fonctionnalité sur plusieurs fichiers sources. Cette fonctionnalité a été enrichie. JDK 15, l'introduction des blocs de texte. Oh, ça, c'est l'horreur quand on voulait faire des chaînes multilignes, vous savez, anti-slash n, plus. Bon, ça reste, mais c'est le compilo qui le fait pour nous maintenant. Ça, c'est plutôt cool. Donc l'idée, c'est d'avoir une facilité pour exprimer des chaînes multilignes avec, et c'est à la différence c'est pour ça que c'est un bloc de texte, une gestion de l'indexation accessoire en début et en fin de ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable, il va enlever, il va rechercher quel est le premier caractère, ou éventuellement on peut le positionner nous-mêmes avec l'indicateur de fin, les triples double cotes, et puis il va les enlever. Et c'est pareil, tout ce qui est caractère d'espacement, donc tabulation, blanc, à la fin des lignes, il les enlève. Donc ça donne quelque chose comme ça, on peut écrire un Hello World. Alors évidemment, si on avait dû l'écrire à la main avant, il aurait fallu faire 3 lignes avec plus les anti-slash n, c'était un petit peu l'enfer. Ça marche toujours avec le JDK 24, évidemment. JDK 16, on a un nouveau type de classe, des records. Ah, faut plus dire record, c'est des record classes. C'est une syntaxe concise pour définir une classe qui va encapsuler des données de manière immuable. Alors, immuable au sens Java, hein. C'est nous qui avons la responsabilité pour que ça soit vraiment immuable, que les éléments qui sont encapsulés, les composants de notre record, soient eux-mêmes immuables. Ou au pire, de créer des copies défensives dans le constructeur et dans le getter éventuellement, par exemple si vous avez des collections.
Donc on peut écrire record comme ça. Alors ça ne change pas forcément dramatiquement grand-chose, hein. On a record à la place de classe. Ici, c'est vraiment un prétexte pour s'en servir. Évidemment, l'idée, c'est pas d'utiliser un record pour faire un hello world, mais c'est pour vraiment plutôt encapsuler des données. On va voir ça juste dans le slide après. Ça se compile toujours avec le JDK24. Et chose intéressante, quand on définit un record, on a ce qu'on appelle, ou en tout cas, il nous propose des constructeurs canoniques. Donc c'est une syntaxe dédiée pour venir définir un constructeur, mais pas dans la partie « je prends les valeurs qui sont passées en paramètres et je les affecte », mais pour pouvoir rajouter du code. Par exemple, pour faire des contrôles sur les valeurs ou pour venir les transformer. Donc ici, dans l'exemple, j'ai effectivement deux composants, ici salutation et destinataire. Et en fait, il est ici le constructeur canonique. Alors remarquez que, chose un petit peu particulière, alors qu'on avait déjà eu dans les références de méthode, ici, quand on fait référence aussi au constructeur, il ne faut surtout pas mettre la paire de parenthèses. Pourquoi? Parce que si j'avais mis une paire de parenthèses vide, c'était plus le constructeur canonique, c'était un constructeur vide, constructeur sans paramètres. Raison pour laquelle, ici, dans ce cas, il n'y a pas. Alors, ce qui va être généré par le compilateur, c'est quand même le constructeur avec les deux paramètres, même si on ne les voit pas, et il va rajouter, à la fin des traitements qu'on a définis dans ce constructeur canonique, l'initialisation des deux valeurs. C'est une classe, on peut définir des méthodes d'instance, par exemple, ou des méthodes statiques. Donc ici, par exemple, je définis une méthode saluer qui va simplement faire un println des deux éléments séparés par un espace. Et puis, bien sûr, ça reste une classe, donc je recrée une instance et je peux invoquer, obtenir les membres. Alors, remarquez quand même que, petite particularité des records, ça ne respecte pas du tout la convention JavaBean. Et n'ayez pas la très mauvaise idée de m'appeler ça get salutation ou get destinataire. Il y en a qui le font, c'est pas bien. Par contre, rien ne vous empêche de redéfinir une méthode get au besoin. Ça se compile toujours avec le JDK24. Ah, on y est presque. L'année dernière, JDK22. Nouvelle API FFM, Foreign Function and Memory API. Une API de bas niveau, de manière simple, sûre et efficace, de faire deux choses. Accéder à de la mémoire dans le heap, mais surtout off heap. Et, qui sera une alternative à Sunmisk Unsafe, en tout cas quand on ne devrait plus avoir l'accès, qui est risqué, non standard, et qui devrait être retiré, ou en tout cas on ne devrait plus y avoir accès en dehors du JDK, pas sans bidouiller en tout cas, ou éventuellement de remplacer l'API ByteBuffer, plus sûre mais pas très performante. Et puis d'invoquer des fonctions natives. Et là, si vous avez suivi depuis Java 1.1 en AVGNI, et bien maintenant on va avoir FFM. Sous réserve qu'on passe au moins à JDK 22 ou ultérieur. Alors, il y a un ensemble de classes et d'interfaces pour contrôler l'allocation et la désallocation mémoire étrangère. Parce que là, pour le coup, on parle de mémoire off-heap. Donc là, il n'y a plus de garbage collector. Hein. Pour ceux qui ont fait un peu de C, malloc et free. Alors là, c'est pas tout à fait comme ça, mais il faudra quand même qu'on fasse quelque chose, nous, pour dire, OK, j'ai plus besoin de la mémoire, libère-la. Sinon, on aura une fuite de mémoire. On a aussi tout un ensemble de classes, de types, pour manipuler et accéder à cette mémoire étrangère de manière structurée. Alors, il y a une API de bas niveau, où il faut gérer les décalages d'octets. Bon. Et puis, il y a une API un petit peu plus évoluée pour créer des layouts, pour manipuler toutes ces données de manière un petit peu structurée. Et puis, bien sûr, pour appeler des fonctions étrangères. Tout ça, partiellement s'appuyant sur des fonctionnalités d'invoke dynamique. Alors, on a vu les méthodes handle, mais il y a aussi les var handle. Attention quand même, l'utilisation de cette API-là requiert quand même une bonne connaissance des mécanismes natifs, notamment tout ce qui est adresse, segment, alignement. Si ça ne vous cause pas, il y a déjà un prérequis. Et bien sûr, le format des données. Pour illustrer ça, je ne vais pas forcément vous le détailler, je vous laisserai aller regarder, mais pour faire un Hello World, je vais utiliser une fonction qui s'appelle MessageBoxA, qui est la fonction standard de Windows pour afficher une boîte de dialogue. Alors bien sûr, il faut charger la librairie, ici elle s'appelle user32.dll. On recherche la signature, on recherche l'adresse, basiquement l'adresse de cette fonction. On doit déclarer la signature des différents éléments. On utilise un linker, il y a une fabrique pour ça, pour obtenir celle par défaut, qui va assurer le lien entre le monde natif et la JVM. Et puis on va lui dire, donne-moi une méthode handle qu'on a vu précédemment pour invoquer cette fonction avec cette signature. Et puis pour la partie gestion des données, on a des arénas. Il y a 4 fabriques. Ici, j'ai utilisé offconfig qui va directement dire à la fin de l'exécution du bloc try, libère-moi la mémoire. Il va s'en charger tout seul.
Et vous voyez que ici, je suis obligé de transformer des chaînes de caractères Java qui ont un certain format, ici un tableau de bytes, dans une représentation C qui se termine par un caractère 0. Donc il y a une transformation à faire. Il y a des fabriques pour ça, allocate from de notre arena qui fait ça. Et enfin, on peut invoquer la méthode avec notre méthode handle. Et là, on a notre hello world. Toujours dans JDK 22, on commence à simplifier un petit peu l'hello world. Vous vous rappelez qu'on a vu le tout premier, on a dit wow, il est compliqué, il y a beaucoup de choses. Plusieurs choses nous ont proposé dans une même JEP. La première, c'est que la méthode main n'a plus l'obligation d'être statique et publique. Ça peut être une méthode d'instance. La visibilité peut être n'importe laquelle sauf private. Attention, dans les JDK 22, 23, 24, c'est des previews. Ça sera standard en JDK 25. Donc avec cette première simplification ici, on peut déjà simplifier un petit peu la méthode main. Remarquez quand même que dans un JDK 24, comme c'est en preview, il faut que j'active les fonctionnalités preview et que je précise que c'est du Java 24. Ils ont encore simplifié. Si on n'a pas besoin des paramètres dans la méthode main, on n'a plus besoin de le mettre. Alors ça tombe bien parce que dans un hello world, il n'y a pas de paramètres. J'aurais pu, mais il n'y en a pas. Toujours pareil, c'est dans la même JEP, donc c'est en preview en 22, 23, 24. Donc on peut encore simplifier maintenant. Ça s'exécute toujours en activant les previews. Ils ont encore poussé plus loin. Là, on s'est intéressé à une simplification de la méthode main. On peut avoir une classe déclarée implicitement. Jusqu'à maintenant, dans un fichier source Java, il fallait déclarer une classe ou quelque chose qui était l'équivalent d'une classe. Là, on n'est plus obligé de le faire, et si on ne le fait pas, le compilateur va le faire pour nous. C'est dans la même JEP, donc c'est toujours en preview 23-24, et ça sera standard en 25. Donc on peut faire un hello world comme ça. Ça s'exécute toujours, il n'y a pas de souci, que ça soit directement avec ou sans compilation d'ailleurs. Et que les deux fonctionnent. Bon, là, on en est arrivé, pas longtemps. Dans le JDK 22 a été introduit un mécanisme d'interpolation en Java, les string templates. Je ne vais pas trop détailler parce qu'elle a été retirée. Et pour l'instant, elle ne réapparaît pas ni en 23, ni en 24. Je pourrais rajouter ni en 25. Je vous laisserai me poser une question à la fin, à laquelle je n'aurai pas la réponse. Autre chose, JDK 23, on a l'introduction d'une nouvelle classe, java.io.io. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous propose 3 méthodes pour interagir avec la console, print, println et readln. Et dans le JDK 23, on a un import statique implicite de ces 3 méthodes quand on ne définit pas explicitement une classe. Donc maintenant, on peut écrire en 23 et en 24 un hello world comme ça. Vous avez caché votre joie, je sais que c'est vendredi, fin de journée, mais quand même. Et on y est presque, c'est presque du Python. Ouais, vous emballez pas. Il faut attendre le dernier bonus pour... Là, on y était presque. Je ne sais pas si c'est le dernier. Si, c'est le dernier. On dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. Là, il va falloir s'accrocher un peu. JDK 22, on a une API qui s'appelle ClassFile. C'est une API standard qui va nous permettre de l'analyse, la génération, la transformation de bytecode. Alors, on a beaucoup de frameworks open source pour faire ça. ASM, ByteBuddy, j'en passe les meilleurs, il y en a plein. Alors, c'est une API qui est super riche, qui permet un accès random ou séquentiel pour manipuler du bytecode, le tout avec un modèle de composants qui est proposé. Alors, il y a tout un tas de classes modèles, element, entry, attributes pour modéliser tous les éléments qu'on peut trouver dans du bytecode. C'est une API qu'on pourrait qualifier de moderne. Elle utilise des fabriques, des types scellés, d'immutabilité. Et puis, toute la génération se fait avec des builders qui nous sont passés en paramètres d'interface fonctionnelle. Pour un Hello World, ça donne ça. Là, par contre, je vous laisserai regarder ça ce week-end à tête reposée. D'accord ? Si j'exécute ce code, si je compile ce code, j'obtiens un point classe, et si j'exécute ce point classe, je vais avoir Hello World.
Alors évidemment, c'est pareil, le but de cette API, c'est pas forcément de faire un Hello World, hein. Ça va être plutôt de manipuler le bytecode, et beaucoup de nos frameworks le font à tour de bras. Et là, au moins, il y aura une API standard et qui va suivre la version du JDK, puisqu'elle sera livrée dans le JDK. D'ailleurs, c'était un des problèmes du JDK, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'introduction de cette API en standard, il se basait sur une version ASM N-1 de Java. Donc elle n'était jamais up-to-date. Là, maintenant, comme ils vont s'appuyer dessus, ça sera bien en correspondance. Si on décompile un petit peu, histoire de voir un petit peu de bytecode, bah, on a bien un Hello World dans une méthode main, dans une classe qui s'appelle Hello Class File. Allez, en bonus. Eh ben, en bonus, on a le JDK 25. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va devenir standard. Le seul problème, c'est qu'ils ont transféré la classe Java IO dans Javalang. C'est un premier impact. Et puis, la deuxième, c'est qu'il n'y a plus l'import statique des trois méthodes. Pourquoi? Parce qu'il risquait d'y avoir des collisions avec des méthodes qu'on pourrait appeler nous-mêmes println ou print. Donc, ça sera standard dans le JDK 25. Et là, on s'éloigne un petit peu de Python. Il faudra mettre io.println. Ah, on ne peut pas tout avoir. Et puis, probablement, la 36e version, la plus funky. Ah, pardon, ça s'exécute toujours très bien. On peut exprimer du code source en Unicode. Ça pourrait être une forme d'obfuscation. En tout cas pour des humains. En remplaçant tous les caractères par des caractères d'échappement Unicode. Ah, il y en a un qui voit ce que ça va donner. Ah, ça donne ça. Et ça, c'est un Hello World tout à fait valide en Java, qui se compile, qui s'exécute très très bien. Vous êtes content d'être venu, hein? Je vous cache pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai fait un petit script qui lit le code et puis qui... c'est pour le fun. Allez, conclusion. Java a bien évolué en 30 ans, hein. Et encore, j'ai choisi que quelques fonctionnalités sur la base d'Hello World. Il y a énormément d'autres choses, évidemment. On l'a vu, ça a évolué sur la syntaxe, sur les API, sur la JVM et l'outillage. Alors évidemment, je me suis restreint qu'à utiliser ces fonctionnalités dans le cadre d'Hello World, ce qui fait que parfois, ce n'est pas forcément représentatif de leur quintessence, mais c'était un petit peu le prétexte, en tout cas pour cette présentation. Donc surtout, n'hésitez pas à invoquer l'une de ces 35 façons si jamais un jour, à un interview, on vous demande combien vous en connaissez. Je ne suis pas sûr que votre interlocuteur en face il réponde « Bon, j'attends les 35 versions », sauf s'il a vu ma presse, évidemment, là, vous ne serez peut-être pas forcément bien. Non, plus sérieusement, utilisez ces fonctionnalités si vous en avez besoin, évidemment. Et merci à tous. On a encore 2 minutes, on peut prendre une ou deux questions si quelqu'un en a. Alors, une seule, parce que moi, j'en aurais une. Quand vont revenir les string templates? Merci pour la présentation. Quel type de garantie donnent les record classes sur ce qu'on en fait si on crée une fonction, par exemple, qui va aller muter quelque chose? Ah non, tu peux pas parce que tous les composants sont final. Alors là, évidemment, si tu as suivi un peu ma presse, tu pourrais tout de suite tenter de dire j'ai vu des trucs, là, il m'a parlé du God mode, je vais m'amuser à faire un peu de réflexion ou de méthode handle. Ouais, mais là, ils y ont pensé avant nous. Tu peux pas sur un record. Tu peux faire ni réflexion ni méthode handle. Là, la JVM le check au runtime. Et tu as une exception. Donc, c'est vraiment des données qui sont immutables et comme... c'est généré, c'est du bytecode qui est généré par le compilateur. Les composants, ceux que tu as déclarés, ils sont final. Et comme tu ne peux pas les modifier par introspection, c'est pareil, il y a des checks qui sont faits aussi, ce n'était pas un sujet sur les records, mais il y a un check qui est fait aussi par sérialisation, parce que si tu es un petit peu malin, tu pourrais te dire je sérialise, je change, et puis... Non, parce que ça repasse forcément par le constructeur. Et si dans ton constructeur, tu fais des checks, ça marche pas. Donc non, c'est quand même assez... on n'a pas d'habitude en Java d'avoir des choses aussi protégées parce qu'effectivement, avec la réflexion et les méthodes handle, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. C'est quand même une tendance un petit peu de fond pour garantir un petit peu l'intégrité de la JVM et du code qu'on... Alors pas forcément pour nous, mais qu'on pourrait nous faire exécuter. Il commence à y avoir un peu de restrictions. Il me reste 14 secondes, j'ai une question pour vous. Qui n'a rien appris? Ok, personne. Donc vous avez tous appris au moins quelque chose. Bien, je suis content.
Merci. Je vous dis pas bonne fin de conf, elle est finie, il reste le meet and greet. Si vous avez des questions, j'y suis.